Bonjour Alexandra Francard. Bonjour. Avant d'amorcer notre échange, donc aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, où vous êtes venu courir le CSI 4 étoiles, nous allons prendre le temps d'introduire cette conversation. Et je vais peut-être subjectiver un tout petit peu l'introduction, Alexandra. On vous l'a dit dans la voiture en venant ici, vous êtes une des meilleures cavalières françaises. Votre style, votre feeling, votre compétitivité sont reconnus, admirés de tous. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'on vous connaît peu. Il semblerait que vous soyez aussi performante que discrète. Vous êtes née donc dans un centre équestre, ou presque. Vos parents étaient dirigeants d'une structure qui combinait centre équestre et écurie de compétition. Et puis vous avez petit à petit gravi les échelons. Vous avez atteint le très haut niveau. Vous avez à plusieurs reprises porté donc, la veste de l'équipe de France sur des compétitions majeures, les championnats d'Europe, d'abord jeunes cavaliers, des Coupes des Nations et puis les JEM de Tryon en 2018. Est-ce qu'on peut vous demander de nous raconter un petit peu votre histoire, comment tout ça a commencé? Vous avez le temps? On a le temps, on a tout le temps. Donc oui, je suis issue du milieu des chevaux de par mes parents. Donc rapidement j'ai été à cheval dès l'âge de 10 ans, je faisais de la compétition. Tout s'est fait de manière très naturelle. J'ai pas eu un grand cursus scolaire, donc après mon bac, naturellement, je suis devenue professionnelle. Pour le coup, je faisais ça vraiment à plein temps. Et tout s'est enchaîné, j'ai envie de dire, de manière naturelle. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de jeunes chevaux, beaucoup de quantité quand j'étais jeune aussi. Je pense que c'est un passage un petit peu obligatoire et pour se former, pour rencontrer beaucoup de chevaux, et c'était surtout le système dans lequel je me trouvais à l'époque. Et puis j'ai rencontré plusieurs très bons chevaux qui m'ont fait grandir pour pouvoir faire des grands prix mètre 50, 3 étoiles, des chevaux qui ont été vendus parce que malgré tout ça reste quand même une obligation pour nous quand de pouvoir conserver une certaine logique économique. Donc former, vendre, c'est un petit peu ce que c'est clairement ce que je fais toute ma vie, avec parfois des chevaux qu'on essaye de garder un tout petit peu plus longtemps pour pouvoir aussi se faire plaisir et puis pouvoir accéder à des rêves. Donc ça a été le cas de Volney qui nous a fait vivre effectivement une expérience juste fantastique. Mais pour autant, le commerce s'est fait quand même derrière, Volney qui était le cheval avec lequel vous avez couru le Tryon, et on reviendra un petit peu sur le sujet un petit peu plus tard dans la conversation. On l'a dit donc, vous êtes né dans une famille de cavaliers. Est-ce que c'était une évidence pour vous d'évoluer professionnellement dans ce milieu et est-ce que vous seriez vu faire autre chose de votre vie? Moi, j'aurais aimé être avocate. Défendre la veuve et l'orphelin m'aurait fait rêver, mais quand j'ai découvert qu'il fallait aussi défendre des bandits, eh bien, j'ai vite arrêté ce rêve. Oui, alors en fait, j'ai même un frère et une sœur qui ont été à leur époque cavaliers. Donc ça a été forcément une évidence parce que je pense que quand on est dans une famille d'équitants, naturellement, on met les enfants à cheval. Je suis la seule à être restée dans le milieu parce qu'à la fin, c'est vraiment l'élément dans lequel je me sens bien. Et j'étais pas très heureuse à l'école. Je préférais être dehors, je préférais l'effort physique, je préférais partir en déplacement en permanence. Une de mes périodes que je garde en souvenir qui était super agréable, c'était quand je faisais les jeunes chevaux, les vieux chevaux. J'étais jamais chez moi, c'était une vie de nomade que j'appréciais vraiment, vraiment beaucoup. Et donc oui, une évidence, complètement, oui. On le disait en introduction, en tout cas on l'a dit en introduction, vous semblez être quelqu'un de discrète et puis finalement on discute avec vous et vous êtes quand même très à l'aise, vous n'êtes pas timide en tout cas, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est comme ça que vous vous définiriez en tant que personne? D'après vous ou votre entourage, quelles sont vos principales qualités, défauts, traits de caractère plus largement? Défauts, je n'en ai pas, évidemment. C'est souvent ce qu'on nous répond. Trait de caractère, c'est difficile d'être objectif sur sa personne, évidemment. Je pense courageuse, je pense travailleuse,
Je m'inspire des gens qui m'entourent aussi pour me faire grandir. Mon mari et moi travaillons ensemble depuis plusieurs années, donc on se nourrit l'un l'autre pour pouvoir prendre les grandes décisions. Il n'y a jamais de décision qui est prise de manière unilatérale. Donc je pense être à l'écoute aussi. Du coup, voilà, ça fait une qualité supplémentaire. Défaut, peut-être d'être, je ne vais pas dire trop sérieuse, mais trop critique envers moi-même. Et quelque part, je rate tous les plaisirs que je pourrais prendre sur des belles perfs sportives, tellement je suis encore concentrée et critique sur le détail qui pouvait ne pas me correspondre à ce moment-là. Donc j'apprécie tout, mais 6 mois après, donc c'est un peu tard. Est-ce que ce goût du détail, ce ne serait pas aussi ce qui vous rend aussi performante, ce qui a fait votre carrière? Oui, certainement. Certainement, oui, complètement, je le valide complètement. Maintenant, nous, notre structure, elle est structurée sur peu de chevaux. On passe énormément de temps sur nos chevaux. Je déteste le commerce, par exemple, j'aime pas ça. Donc on n'a pas du tout une écurie de commerce. On a une écurie dans laquelle on fait grandir des chevaux sur plusieurs années. Donc on passe énormément de temps avec eux. Et de ce fait, le détail s'impose, travailler dans le détail s'impose à nous, s'impose oui et non, parce que finalement c'est quelque chose qu'on aime faire aussi, d'aller chercher les derniers détails pour pouvoir sublimer un cheval. C'est drôle que vous le mentionniez parce que justement ce matin en préparant l'interview, je suis allée faire un petit tour sur votre FFE Complex et je me suis rendu compte que vous aviez très peu de parcours au final par rapport à des cavaliers qu'on peut voir tourner avec justement toute la partie jeunes chevaux en semaine, ensuite avec un certain nombre dans les épreuves 1 étoile, 2 étoiles, puis le 4 étoiles. Vous au contraire, on vous voit avec un piquet de chevaux plutôt restreint. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce système que vous avez construit, qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, ou en tout cas le système tel qu'il est construit aujourd'hui? Alors pareil, les systèmes dans lesquels cavaliers nous installons, je pense, alors je parle pour moi, mais je pense pouvoir parler de tous les cavaliers, sont fabriqués par rapport au moment, par rapport aux rencontres, par rapport aux opportunités, par rapport à l'état de santé des cavaliers, à l'état de plein de choses. Et effectivement, mon système, j'ai peu de chevaux, j'en veux peu, parce que je n'ai plus 20 ans. Monter 10-12 chevaux par jour, je l'ai fait. Je reste malgré tout, j'ai un corps solide. C'est pas une qualité que j'aurais pu avoir d'ailleurs. Je me considère comme étant assez solide. Mais pour autant là, ça fait plus de 20 ans que je fais ça de manière professionnelle et je peux plus. Donc on construit ce système-là autour de nos envies aussi. Et nos envies sont vraiment basées sur sublimer un cheval avec des gens, avec des propriétaires et des chevaux qu'on a envie d'avoir en fait. J'ai la prétention de dire que je n'ai pas un cheval ni un client que je ne veux pas voir dans mes écuries. Et ça, au plus je vais avancer, au plus je vais vieillir, j'ai envie de dire, au plus je veux me rapprocher de ça. Vous venez de le dire, ça fait 20 ans que vous faites ça. Est-ce que justement, c'est pas une des qualités qui fait que vous faites partie de ces cavaliers dont la longévité sportive est quand même à souligner? Ça fait assez longtemps qu'on vous voit à très haut niveau. On l'a dit, vous avez fait beaucoup de Coupes des Nations, vous étiez à Tryon en 2018. Vous tournez autour du haut niveau, vous en faites partie. Comment est-ce qu'on fait pour durer dans le temps de cette manière dans un sport qui est aussi difficile que le nôtre, tant bien financièrement que physiquement, et avec tous les aléas qu'on lui connaît aussi? Alors, sur 20 ans de carrière, alors là vous abordez finalement que les choses super agréables. Sur 20 ans, il y a eu forcément des hauts, il y a forcément des bas. 20 ans, c'est long, ça veut dire qu'on a aussi la chance de notre métier, c'est qu'on a 20 ans pour progresser. 20, voilà, 20, et j'ose espérer que j'en aurai encore de nombreuses années derrière moi. Mais pour autant, on n'a pas, je compare souvent notre sport en disant on n'est pas comme j'étais passionnée de Laure Manodou quand elle était jeune et j'étais vraiment intriguée par cette sportive de boulot, de rage, de tout ça. Et elle n'avait pas le choix
que d'être douée en plus du travail qu'elle avait effectué, parce qu'elle avait que 5 ans pour pouvoir exploser au haut niveau. Nous, on peut le faire sur toute une vie. Ça veut dire que Tryon, c'était il y a 4 ans, je pourrais y retourner ou pas y retourner, même dans 10 ans. Enfin, on a cette chance, on a cette possibilité. Par contre, on est aussi dépendant, évidemment, de notre cavalerie. Et un cheval, pour aller faire du très haut niveau, se construit. En tout cas, nous, on est partisans de ça. Je n'ai jamais trop apprécié d'avoir un cheval, je ne vais pas dire tout fait, mais d'âge sur lequel je ne peux pas me connecter complètement. Et finalement, cette connexion-là, on peut la faire que sur les jeunes chevaux, enfin que sur les jeunes chevaux, sur un cheval sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et j'adore ce sentiment quand je rentre en piste avec un cheval que j'ai pu former donc, au bout de 2-3 ans, où j'ai besoin de demander à peine les choses, tout se fait tout seul. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'est assez passionnant. On évoque votre carrière sportive et puis on va y revenir, mais on parlait de vous à la base, en tant que femme. Et justement, vous êtes une femme et vous avez eu un enfant, Victor, et puis vous êtes mariée, hein, vous l'avez dit aussi. D'après mes sources, vous faites au mieux quand même pour passer le plus de temps possible avec votre famille. Et c'est un sujet qu'on aborde très souvent avec nos invités, l'équilibre entre vie professionnelle sportive, vie familiale. Parce qu'on sait que ça pose question, surtout dans ce sport-là, vous l'avez dit, hein, partir en jeunes chevaux du mardi au jeudi, puis retourner après sur des concours internationaux ou nationaux. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver votre équilibre entre ces deux vies-là, pour prioriser le plus possible votre famille sans délaisser la partie sportive? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir un mari et un petit garçon formidable. Qui me suivent, mon mari me suit à 3000%. J'ai un petit garçon qui n'aime pas du tout les chevaux. Donc dans le quotidien, c'est pas forcément simple. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 12 ans. D'accord. Il a 12 ans et donc c'est passionnant d'élever un petit garçon qui est différent de nous, mais ça pose question, ça pose réflexion pour justement le voir s'épanouir en dehors de ce milieu équestre dans lequel on passe un temps juste incroyable. Donc c'est pas facile tous les jours, c'est du sport, c'est certain. Maintenant, j'aime tout faire, j'aime monter, j'aime passer du temps chez moi, j'aime passer du temps avec mon fils. J'aimerais que le temps puisse compter double pour pouvoir le faire encore plus. J'ai souvent le sentiment que je ne fais jamais assez, que ce soit l'un ou l'autre. Mais quand je regarde ma carrière professionnelle ou ma famille, je me dis que finalement tout le monde a l'air plutôt bien. Et donc c'est qu'on doit ensemble réussir ce challenge qui est pour moi la famille en plus le plus important, ça c'est certain. Au moment où vous avez décidé d'être maman et qu'il a fallu mettre un terme, qu'il a fallu faire une pause dans votre carrière, en tout cas dans votre saison à minima, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez hésité? Je sais que c'est difficile et j'en avais discuté avec une cavalière qui avait à peu près 26-27 ans, qui est une cavalière internationale, une cavalière française qui monte au niveau international, et elle me disait je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire, aujourd'hui j'ai un bon cheval, si demain je suis enceinte, il va partir, mon propriétaire ne reviendra pas, le cheval ne reviendra pas. Est-ce que ça vous est arrivé? Bien sûr. Et le problème, c'est qu'on a toujours un cheval qui nous empêche de passer le pas. Parce qu'il n'y a pas à dire 9 mois, il faut les faire quand même. À la fin, c'est quand même ça. Et effectivement, il y a toujours un cheval qui vous empêche de passer le cap. Pour ma part, ok, avec mon mari, on a sauté le cap, j'avais 30 ans. Je ne dis pas que c'est jeune, je ne dis pas que c'est tard, mais un peu quand même. Ça a été dur, oui, parce que j'ai des clients qui sont partis. Ce qui a été dur, c'est que le corps d'une femme sportive pendant 9 mois qui change, on perd le contrôle total. Ok, le récupérer, ça ne se fait pas de coups de cuillère à peau. Donc ça a été extrêmement long de récupérer ce corps de sportive, de gérer en plus ce nouveau-né, où j'étais une mère louve terrible, dans le sens où personne n'avait le droit de toucher à ce bébé, donc en mode Wonder Woman vraiment, sauf que ok, ça passe pas quand même à la fin. Donc effectivement mon mari a été super, parce qu'il a supporté que je sois cette mère louve, et en même temps
quand je ne pouvais plus et il était là pour gérer l'ensemble. Donc ça reste que de bons souvenirs évidemment, mais c'est vraiment pas simple et c'est même triste parce que j'aurais aimé avoir d'autres enfants. J'ai adoré être maman, pas enceinte, ça c'est vrai, mais la maternité, voir mon fils grandir, enfin tous les âges, il a 12 ans, je l'ai dit tout à l'heure, tous les âges me sont passionnants. Ok, on arrive en préadolescence, donc peut-être un petit peu moins quand même, mais jusque-là en tout cas c'est super passionnant. Et j'aurais aimé pouvoir vivre ça avec d'autres enfants. Et je remarque pour les professionnels, les femmes professionnelles cavalières, il y en a beaucoup qui n'en ont pas, la majorité n'en ont qu'un et très peu en ont plusieurs quand même. Donc c'est un vrai sacrifice qu'on fait à notre métier, enfin un vrai sacrifice qu'on fait à notre famille, pardon, plutôt, pour notre métier. Et personnellement, je l'ai tellement bien réussi cet enfant que je me dis ok, je m'en sors pas si mal. Mais ça, voilà, si je peux avoir un tout petit regret, j'ai une vie qui est fantastique, hein, mais j'aurais aimé avoir d'autres enfants. Mais bon, à un moment donné, choisir, c'est renoncer aussi. Il y a donc quand même une certaine pression autour de ce sujet-là. Est-ce que le fait d'être une femme a aussi pu, alors sans parler de la grossesse et de la maternité, etc., est-ce que le fait d'être une femme vous a aussi mis parfois dans des situations à cheval, dans la vie professionnelle sportive de haut niveau, dans des situations un peu moins confortables? Oui, clairement. Alors, plus je vieillis, moins ça m'arrive, ça c'est certain. Mais plus jeune, évidemment, j'ai l'impression qu'en tant que femme, on est... Alors je ne sais pas si toutes les cavalières se retrouvent dans ce que je dis, ou c'est peut-être tout simplement mon trait de caractère. Votre réponse sera toujours intéressante parce qu'on a quand même posé cette question à plusieurs cavalières. J'ai l'impression qu'il faut qu'on en donne au moins 2-3 fois plus pour avoir le même regard professionnel de nos pères. Après, c'est l'équitation, le CSO, c'est je pense encore le seul sport olympique mixte. Donc c'est pas, bien que ce soit le cheval, le sportif évidemment, mais on est quand même mélangé au quotidien et autant dans les niveaux amateurs éclairés, il y a effectivement beaucoup de femmes. Dans le milieu professionnel plus ou moins haut niveau, on en croise quand même de moins en moins. Donc on est quand même beaucoup plus entouré d'hommes que de femmes. Et j'ai ce sentiment-là pour atteindre la même crédibilité qu'un cavalier du même niveau, j'ai toujours l'impression de devoir en faire beaucoup plus. Il y a une autre chose, une autre facette par laquelle vous vous démarquez. Souvent, dans ce milieu, on voit justement les femmes amateurs éclairées qui vont plutôt s'effacer derrière leur conjoint s'il est cavalier. Et donc, il va y avoir un cavalier référent dans l'écurie, l'homme, et la femme va plutôt venir un peu groomer, monter les autres chevaux, monter à la maison, etc. Vous, c'est l'inverse. Vous avez pris le lead dans cette écurie familiale. Ça s'est fait hyper naturellement. Oui, parce que quand j'ai rencontré mon mari, il travaillait pour CWD, il avait un gros poste chez CWD. Il a travaillé dans les chevaux auparavant, mais en termes de niveau, pour parler basiquement de niveau, il n'a jamais été à ce niveau-là non plus. Donc quand on s'est mis à travailler ensemble, il n'a jamais été question de quoi que ce soit. La question ne s'est jamais posée. Oui. On va rebasculer un peu plus peut-être sur votre carrière sportive. On l'a dit, un des bons côtés de votre carrière, et vous l'avez dit dans un article de presse, avoir représenté la France aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018, vous avez dit que c'était une consécration pour vous. Est-ce que porter la veste de l'équipe de France, représenter votre pays, ça a toujours été important pour vous, plus que des épreuves individuelles? Et est-ce que c'est un objectif que vous conservez pour la suite de votre carrière sportive? Alors oui, c'est toutes ces épreuves, enfin toutes ces Coupes des Nations vécues, j'en garde de très très bons moments, parce que c'est le seul moment où ce sport individuel devient collectif, où le sans faute de l'autre est aussi important que le nôtre, et c'est la seule fois où finalement
on croise les doigts pour qu'il fasse sans faute, au lieu de faire 4 points et passer devant. Donc c'est vraiment un format vraiment différent. Ensuite, reporter la veste de l'équipe de France, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, je prends la vie comme elle vient. J'ai adoré faire cette étape de haut niveau parce que au bout de 20 ans de carrière, se dire allez, cap ou pas cap, est-ce que tu saurais le faire ou pas? Je l'ai fait, j'ai su le faire, donc quelque part pour moi ça a été une consécration, mais de me dire ok, je peux partir sur ces hautes sphères et j'ai su gérer le truc et ça pour ma satisfaction personnelle c'était très agréable. De là vouloir faire, et d'ailleurs je ne l'ai pas du tout construit comme ça, une vie comme ça, effectivement ça ne m'intéresse pas tant que ça non plus. Y retourner si un jour j'ai un cheval, bien sûr, mais je suis trop attachée à l'ensemble de ma vie, c'est-à-dire avec cette volonté de construire mes chevaux comme je le fais, à cette envie de cocooning familial aussi, et le très haut niveau, à mon sens, n'est vraiment pas compatible avec cette vie. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que nous, c'est vrai qu'on a l'habitude dans ce podcast d'interviewer des cavaliers de très haut niveau, des cavaliers dont la vie est d'atteindre le haut de la ranking list, etc. Et on a du mal à se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de cavaliers dont le très haut niveau n'est pas un objectif en lui-même. Et parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sacrifices, tellement de choses en jeu, et je trouve que c'est intéressant de le rappeler aussi de temps en temps. Je trouve que j'ai déjà tellement sacrifié ma vie professionnelle, enfin ma vie privée, pardon, pour ma vie professionnelle, que alors, si demain on doit y retourner sur une étape de 6 mois, 1 an, ok, bien sûr, mais pas mon envie, c'est pas de partir tout là-haut et d'y rester surtout. Mais, j'avais lu quelque chose qui va, je pense, converger vers ce que vous étiez en train de dire. Vous aviez dit dans un article que vous conserviez la trêve hivernale, qui ne se fait plus pour la plupart des cavaliers. Vous n'emmenez pas les chevaux comme la plupart des cavaliers, donc en tournée en Espagne, au Portugal ou dans le sud. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce choix? J'imagine qu'il y a une part de vie privée, il y a aussi une part certainement de votre façon de construire la carrière d'un cheval. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors il y a plusieurs choses, c'est que quand je démarre ma saison au mois de mars jusqu'au mois de novembre, mes chevaux font pas de trêve. Pour le coup, quand je démarre, je les arrête plus jusqu'au mois de novembre. Alors bien sûr, ils ne tournent pas tous les week-ends, hein, il y a tout un roulement, mais sauf problème majeur, mais j'en ai pas un qui va avoir besoin de 2 mois de pause. Et je pense que de ne pas tourner l'hiver et de ne pas commencer trop tôt me permet de pouvoir faire ma saison outdoor vraiment sans interruption. Après, oui, au niveau privé, j'ai besoin aussi de me retrouver chez moi et me retrouver avec mon petit qui n'aime toujours pas les chevaux et de pouvoir faire d'autres choses, pouvoir l'emmener dans ses activités extrascolaires, de pouvoir faire des choses. Et aussi, j'ai une deuxième très grande activité qui me prend aussi beaucoup de temps l'hiver, c'est l'enseignement. Je fais beaucoup de stages et c'est quelque chose qu'on développe depuis, enfin j'en ai toujours fait, mais depuis ces dernières années se développe beaucoup et ça aussi ça me prend du temps et ça m'intéresse aussi beaucoup. En fait je suis intéressée par tout, donc c'est un peu ça mon problème, c'est que je voudrais juste tout faire, mais là pour le coup le temps manque et cette partie-là elle se fait aussi l'hiver quand la saison est terminée pour les amateurs. Et pour autant, tout le travail, pour en revenir aussi au niveau des chevaux, tout le travail de dressage, de répétition, pour pouvoir former les chevaux, quand j'ai un nouveau cheval qui arrive, je demande toujours aux clients qui puissent arriver août, septembre, que je puisse vraiment passer du temps dessus pour les avoir le plus près possible pour la saison, parce que c'est pas sur un terrain qu'on dresse un cheval, c'est vraiment dans le travail de fond à la maison. On va reparler de l'enseignement là juste après, mais pour juste continuer sur la question du haut niveau, du sport, etc. Je voulais vous demander à vous, quelle était votre vision actuelle du sport de haut niveau? On voit, français en l'occurrence, mais plus largement si vous le souhaitez, mais là c'est vrai qu'on voit beaucoup de très bons jeunes cavaliers arriver.
On a vu Mégane Moissonnier la semaine Bien sûr. dernière à la Baule, incroyable. Édouard Lévy et bien d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer. Et puis il y a cette équipe de France très forte, toujours là, les seniors. On peut citer Simon, Bosti, Kevin, Pénélope, Olivier et j'en passe aussi. Comment est-ce que vous voyez le sport évoluer et comment est-ce que vous le voyez se développer dans les années à venir? Bon, je ne suis pas devin pour l'évolution du sport. Maintenant, il y a effectivement de plus en plus de très très bons cavaliers. Quand vous prenez, alors je vais prendre, sans parler du très haut niveau, mais sur un grand prix, par exemple grand national, on doit être en général 80 en moyenne d'inscrits. Sur les 80, je pense que 70 peuvent le gagner, ce grand prix. C'est assez, je trouve ça assez impressionnant. Il y a beaucoup, ce qui m'épate aussi, c'est que je suis capable d'arriver en début d'année, de découvrir, ça me le fait assez souvent, hein, des nouvelles têtes, mais des nouvelles têtes qui montent très très bien, propres, justes, des jeunes. Je trouve que les jeunes, alors quand je vais parler des jeunes, je vais parler des ados, 14, 18 ans, vraiment cette jeunesse-là. Je trouve qu'il y a une vraie professionnalisation qui est faite. On les voit beaucoup déscolarisés. Ça ne se faisait pas tant que ça, moi, à mon époque. Et ça se passe bien, j'ai que des bons retours. Il n'y a que des bons retours de ce système-là, mais beaucoup sont déscolarisés pour pouvoir être au plus près de leurs chevaux, pouvoir monter plus, enfin pas avoir tout simplement le stress de l'école et du lundi matin en rentrant d'un concours le dimanche soir. Et ça permet de pouvoir être plus libre dans les concours, plus libre dans les entraînements, plus libre de plein de choses. Donc je pense que ça, c'est un changement de ces dernières années et il y a vraiment une professionnalisation qui s'est faite autour de ces jeunes-là, je trouve. Maintenant, la suite, que dire, je ne suis pas devin, je ne sais pas trop. On tend dans ce sens-là, en tout cas. Vous l'avez dit, hein, vous aimez enseigner, vous avez formalisé avec le temps ce que vous appelez, en tout cas ce qu'on peut lire sur votre site, la méthode Francard. J'ai lu ça donc dans la bio de votre site et je me demandais plusieurs choses. Déjà, sur quoi repose cette méthode? Si j'en crois le détail, c'était donc qualité du galop, équilibre du cheval, légèreté de la main. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Il va falloir venir monter un petit coup avec moi. Ah, Hein, mais si tu veux en savoir plus. Il ne faut pas nous le dire deux fois. C'est difficile d'expliquer comme ça. Maintenant, mon point de départ sur mon enseignement, quand je prends un nouveau cavalier, peu importe le niveau, peu importe le niveau du cavalier, du cheval, l'âge, je pars du postulat que le cavalier est toujours un perturbateur. Donc déjà, j'essaie de m'occuper du cavalier en lui faisant comprendre que s'il ne perturbe pas son cheval sera déjà mieux. Et une fois ça installé, on peut découvrir plus facilement, avec une meilleure lecture, les défauts du cheval. Et à partir de ce moment-là, on peut s'accorder sur le travail du cheval. Mais je vous en dirai pas plus, il faut bien le voir. On viendra alors, on va faire un petit camion cet hiver pour venir. Est-ce que justement l'enseignement, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de vous ou ça a mûri au fur et à mesure des années? Et qu'est-ce qui vous plaît dans le contact avec les élèves? Alors l'enseignement, oui, j'en fais depuis toujours. Bien sûr, cet enseignement a évolué, heureusement, il évolue en même temps que moi. Je me souviens plus, c'était quoi la question? Qu'est-ce qui vous plaît avec le contact avec les élèves? Parce que j'ai quand même, vous étiez en faire un stage là, pas très loin de d'ici, à Jasseron, voilà, au Clos du Verger cet hiver. Et en tout cas, moi, je n'ai eu que des bons retours sur ce stage. Je me suis renseignée un peu, j'ai demandé comment c'était. Et vraiment, tout le monde était très content. Donc voilà, je voulais un peu savoir ce qui vous plaisait dans le contact avec les cavaliers amateurs. Ce qui me plaît, c'est de vendre du plaisir. Voilà, aux efforts, hein, de pouvoir faire les épreuves qu'on leur demande. S'ils ne sont pas bien, ils ne peuvent pas faire ça jusqu'au bout. Pas tenir une saison de concours, pas tenir un parcours en sautant 1m50 sur des barres fines. Donc pour moi, ça n'a pas un sens complet.
on a eu la grande chance de pouvoir enregistrer avec Eric Navet cette année aux États-Unis. Et Eric le formalisait un petit peu, le formulait comme ça. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça, j'imagine que oui. Eric disait, quand je monte à cheval, la première chose c'est d'obtenir l'ouverture d'esprit du cheval. C'est-à-dire que le cheval déjà s'intéresse un petit peu à ce que je pense, à ce que je recherche et qu'il ait envie de communiquer avec moi. Et ensuite c'est de le faire rentrer dans un jeu, c'est-à-dire que il va comme rentrer dans la danse avec moi, essayer de comprendre ce que je veux et me le donner par jeu et prendre du plaisir à ça. Est-ce que cet effet un petit peu de jeu, c'est comme ça que vous construisez le travail au quotidien avec vos chevaux? Alors, je ne l'ai pas intellectualisé comme ça, mais effectivement, les mots me parlent, la formule me parle. Je pense que je ne contrains jamais mes chevaux. Et donc, pour reprendre ma phrase, alors celle d'Éric, je me retrouve dedans, hein, mais la mienne, c'est, et ce qui rejoint cette formule, c'est que le cheval fait par lui-même. Et à la fin, quand je rentre en piste, je ne suis là que pour montrer le tracé, que pour aiguiller. Mettre le bon galop, le bon tracé, et le reste, c'est lui qui fait. Et s'il y a un petit souci, je vais être là pour donner un coup de main. Mais c'est lui, et par lui-même, qui doit faire ça tout seul. Donc, quand les chevaux participent, moi, par exemple, j'ai besoin d'un cheval qui participe avec moi. Et j'ai certains chevaux qui naturellement ne participent pas parce qu'ils n'ont jamais appris ou parce qu'effectivement ça ne les intéresse pas. Mais quand au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure des parcours, au fur et à mesure de dire ben non je fais rien, c'est toi qui dois te prendre en charge et l'obstacle est là et c'est toi qui dois faire le boulot, le cheval de la même manière hein, s'intéresse et rentre dans le jeu. Le but pour moi, c'est de pouvoir rentrer dans une piste et de pouvoir le moins en faire possible. Vous avez parlé de Betty du Prieuré, Oui. qui est une fille de l'étalon belge Doremi. Et si je ne me trompe pas, c'est donc un produit 100% familial. Doremi est un étalon qui appartenait à votre père et que vous avez monté jusqu'au niveau Grand Prix. Vous l'avez montée cette jument-là depuis qu'elle a 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle, de sa trajectoire sportive et comment est-ce que vous avez construit sa carrière? Je la construis comme toutes les carrières, mes très bons chevaux que j'ai construits, c'est-à-dire que comme je suis pressée, ben, je prends mon temps. Donc je l'ai montée à 7 ans, effectivement, je l'ai récupérée à 7 ans. Elle a fait à 7 ans, alors c'était en 2018, c'était pendant tout l'épisode de Volney, donc Betty, je ne vais pas dire trop occupée parce que j'étais souvent partie et c'est là où elle m'a quand même impressionnée parce que en m'en occupant peu, elle faisait quand même super bien le job. À 8 ans, elle a fait un cursus classique comme j'aime bien les faire, c'est-à-dire qu'elle a fait 1m45 pour lui apprendre à se mettre un petit peu sur la hauteur, finaliser un petit peu le dressage pour qu'à 9 ans, une fois mis tout bout à bout, elle puisse faire de belles épreuves. Sauf qu'à 9 ans, c'était en 2020, donc le confinement, donc une période un petit peu difficile parce que je sortais de mes repères quand même de préparation de chevaux, ça m'avait vraiment pas mal perturbée. Pour autant, elle avait quand même rempli correctement les cases, puisqu'elle a classé plusieurs grands prix, donc celui de Saint-Lô 4 étoiles en fin d'année, donc le contrat était rempli. Et malheureusement, l'année dernière, à cette époque-là, d'ailleurs c'était à Bourg, elle s'est abîmée dans un transport, donc elle a fait un peu une année blanche. Donc elle reprend la compétition. Je lui souhaite le meilleur, évidemment. Nous lui souhaitons aussi. Voilà, elle revient plutôt bien. Ce qui m'épate un peu, c'est que la tête va plus vite que son corps, parce que ces chevaux d'âge qu'on arrête mettent beaucoup plus de temps à se remettre physiquement, surtout qu'elle est très grande. Par contre, la tête, elle veut y aller et puis elle veut tout faire, mais la tête va un peu trop vite par rapport à son corps. Donc, chaque concours, elle progresse de concours en concours. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire voilà, ce week-end. De cette jument, donc Betty du Prieuré, vous aviez d'abord acheté une part avant d'acheter les parts manquantes. Donc maintenant, Betty vous appartient en intégralité.
On le sait, on l'a dit déjà, l'équilibre entre sport et commerce est toujours délicat. Il faut faire des choix qui sont difficiles et cruciaux. Ça a été le cas avec votre cheval, Volney de Boitteville, que vous avez vendu donc à l'issue des JEM de Trayonne en 2018. Et ça a été aussi le cas tout récemment avec donc, la vente de Darco. On l'a mentionné un peu plus tôt, bon, off micro, mais on en a parlé. Comment est-ce que vous envisagez la suite avec Betty et avec vos autres chevaux de tête? À quel moment intervient le choix de garder, de vendre? Qu'est-ce qui va rentrer dans la balance? Comment vous gérez un peu cette question-là? Il y a beaucoup de complexité. Volney et Draco, nous étions propriétaires en partie. Et donc nous avons la responsabilité des personnes qui sont dans le bateau avec nous. En l'occurrence, ces personnes, que ce soit Volney, où c'était aussi son esseur Hubert Hosto, ou Draco, c'était aussi son esseur Nicolas Normand, ce sont des monsieur, madame, tout le monde. Et ces ventes-là ce sont des ventes d'une vie pour ces personnes, et elles sont très importantes. Alors sportivement et émotionnellement, la cavalière que je suis, j'ai le cœur déchiré, Draco encore un peu parce que c'est tout récent, évidemment, mais en même temps, comme on se sent responsable, parce que ce soit Hubert pour Volney ou Nicolas pour Draco, nous font confiance à 1000%. Alors c'est fantastique parce qu'on gère la carrière du cheval de A à Z comme on l'entend, mais du coup derrière ça génère une très très grande responsabilité parce qu'on joue aussi avec leur capital, quoi, hein. Donc c'est aussi à nous d'amener au mieux les choses. Et voilà, donc maintenant on a toujours eu pour ces deux chevaux-là une ligne de conduite qui est finalement un tarif, voilà, on ne va pas se le cacher. Et quand ce tarif, quand le client commence à valider le tarif, eh bien la question ne se pose plus. Maintenant, on a aussi beaucoup d'exigences. Ça veut dire qu'à l'époque de Volney et Draco, ça s'est passé aussi, hein, quand le client ne nous plaisait pas, on a refusé, quoi. On s'est permis de refuser parce qu'on voulait... Parce que dans le passé, et j'en suis encore malheureuse, j'ai vendu un cheval qui était un cheval super gentil, super mignon, mais vraiment super mignon. Et il a rencontré de mauvais cavaliers derrière, de pas gentils cavaliers. Et je trouve que c'est tellement facile de martyriser un cheval gentil. Et ça m'a vraiment peinée. Et je me suis promis de ne plus jamais recommencer sur ces bons chevaux. Alors quand je dis bons chevaux en termes de qualité, mais aussi ces bons collègues, ceux qui se battent pour vous sur la piste, ceux qui font le job, il est hors de question qu'on les mette, on les prostitue pas, on les met pas sur le trottoir comme ça. Le commerce se fait dans de bonnes maisons. Et nous avons déjà, que ce soit pour Volney et Draco, refusé des maisons parce qu'elles ne nous convenaient pas. On va arriver sur la fin de cette interview. On est dans le timing au niveau de notre emploi du temps. Il y a juste quelque chose que j'ai souligné, que vous avez dit un peu en passant tout à l'heure rapidement. Vous avez dit « Non mais j'adore ma vie ». Et c'est une question qu'on pose assez souvent à nos invités. Vous avez eu un enfant, vous êtes marié, vous avez votre vie sportive et personnelle. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi votre vie? Est-ce que vous êtes épanoui dans votre vie? Et voilà. Et si vous pensez avoir réussi, d'ailleurs, quelle est votre définition de la réussite? Gros sujet encore. Alors oui, moi je pense avoir réussi. La réussite, elle n'est pas basée sur, je pense, selon moi, hein, elle n'est pas basée sur une échéance ou tel type de carrière ou tel type de choses. Elle est basée, en tout cas moi on la base communément avec mon mari sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut. Et alors Draco,
le commerce de Draco, le récent commerce de Draco va me permettre de vraiment finaliser ça, parce qu'encore une fois, on a quand même une dimension économique à tenir, mais c'est de ne pouvoir maintenant faire que ce que je veux. C'est un luxe. Oui, et complètement. Et donc, c'est pour ça que je trouve que j'ai une belle réussite professionnelle, parce que Volney m'avait permis de commencer à partir dans ce sens-là. Draco va finir de pouvoir le faire, et de pouvoir me permettre de monter que les chevaux que j'ai envie et de travailler qu'avec les gens que j'ai envie. Et ça, quelque part, je pense que c'est un luxe, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'interview, plus jeune, on a monté plein de chevaux, des chevaux que j'avais pas envie de monter, pour des clients que j'avais pas forcément envie de monter. Donc je connais aussi cette facette-là, et donc je peux apprécier maintenant de pouvoir, je ne vais pas dire finir ma carrière, parce que je me souhaite encore plusieurs années, mais de pouvoir faire un dernier versant dans ce sens-là. Donc oui, pour moi, j'ai juste envie de dire, pourvu que ça dure. Vous parliez d'Éric Navet tout à l'heure, et je regarde très peu les interviews, mais forcément, Éric Navet, c'est un cavalier fascinant, et c'est notre Dieu, voilà, et on souhaite qu'il revienne un jour en France d'ailleurs, Eric, si tu m'entends. Mais j'avais vu une interview dans laquelle je me retrouvais complètement, et sans prétention, hein, mais il disait le haut niveau, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce que je préfère le plus, c'est faire le gâteau. Et je me retrouve vraiment pleinement dans cette chose-là. Ça veut dire que si j'étais une accro du haut niveau, bah effectivement, ma vie, elle ne serait pas chouette. Je serais malheureuse tous les jours. Sauf que moi, ce qui me plaît, ce qui nous plaît, c'est de pouvoir passer du temps avec nos chevaux, de les former, faire de belles aventures avec nos clients pour emmener les chevaux. Et donc oui, clairement, ma vie est une vraie réussite professionnelle. Merci pour votre temps, Alexandra. Merci pour votre enthousiasme débordant. C'est gentil. Merci. Trop bien. Bon, c'est vrai? Ouais, t'as pas l'impression d'avoir bugué de temps en temps? Ah non, vous parlez hyper bien en plus. Et ça nous a fait plaisir, je crois, hein, que vous